Nous sommes le 6 décembre, le 7 décembre. Bon, nous sommes samedi, c'est un samedi entre le 5, 6 et 7. Le samedi qui est entre le 5, 6 et 7 décembre. 8 décembre. 8 décembre, 8 décembre. C'est le que nous ne sommes pas vus depuis combien d'années? Ah, ça fait un bail. 15 ans peut-être. 15 ans ou 16 ans. Un bail, non. Est-ce que l'enfant a gagné? Mais quand même, c'est entre 10 et 12 ans. Voilà. C'est bon. Allez, c'est parti. Dis-moi mon frère, on était au niveau des... Tu as quitté... Quand j'ai traversé environ 1 heure de marche à pied pour me retrouver sur le goudron à Fundong, c'est comme ça que la confusion augmente encore plus parce que quand j'arrive au goudron, c'était une route en fait en T. Et une route en T, il fallait que je choisisse quelle direction prendre. Et je ne savais pas s'il fallait aller à gauche ou à droite. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je n'entends aucune voix. Je prends un embranchement, je continue et je me retrouve sur la bonne route. J'arrive, je n'avais pas le choix parce que je ne pouvais pas me renseigner. Il y avait une personne à qui tu pouvais te renseigner. Il y a des personnes, des sécessionnistes, et je devais faire semblant d'être des leurs. Je rappelle, puisque on a pris l'arrêtement de cours, tu travailles en tant qu'enseignant. Tu es senior général au lycée technique, au lycée de... Oui. Et là maintenant, il faut que tu arrives, tu vas venir du côté francophone. Et tu prends les péripéties. Tu as dit que tu es allé chez tes compères de Full Gospel. Ils t'ont transporté jusqu'à le premier point de contrôle où on t'a contrôlé. Maintenant, tu te trouves à Fundong. Je me trouve à Fundong. Je vais à la routière de Fundong. Et parce que là, déjà, on était sur le goudron. Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont là depuis la veille. Attendant à voir s'ils peuvent trouver une voiture, une moto pour continuer le voyage. Ils dorment à même le goudron. À la routière. Dans la routière. Donc, ils ont posé les sacs là et puis ils sont couchés dessus. Ils sont assis à côté de leur sac. Alors, je me rends compte que attendre à Fundong, c'était une aventure sans espoir. Et là, tu as le marché dans la forêt, là où le garçon t'a laissé, c'est à peu près combien de kilomètres jusqu'à ce que tu te trouves au niveau du Galaga routier? Oh, je ne peux pas dire. Tout ce que c'est, c'est que j'ai marché plus d'1 heure de marche. Donc, plus d'1 heure de marche, je ne peux pas dire combien de kilomètres j'ai fait. Parce qu'il fallait que je marche. Sans voir les gens en route. Sans voir les gens tout autour. En dehors des sécessionnistes qui me contrôlaient à tout moment et qui me fouillaient, qui me posaient toutes sortes de questions, qui me menaçaient avec les fusils et les machettes. C'est les seules personnes que j'ai rencontrées en route. Donc, à Fundong. Pardon, il ne te coupe pas. Depuis le moment où tu as eu la première intégration jusqu'à là, tu n'as vu aucun militaire? Non, pas de militaire. Mais les militaires ne savent pas qu'il y a dans ces zones-là le contrôle de ces gens-là? À la fin de l'histoire, tu comprendras. Ok. Donc, je dis, pendant que je vais comme ça, je me rends compte qu'attendre à la gare routière, c'est une aventure sans espoir. Donc, je prends la route à pied. Je trouve une moto qui devait me prendre à une distance à peu près comme d'ici pour les rails. Et il n'a pas pu atteindre cette distance-là. Il m'a déposé, il a dit c'est pas possible de continuer. Donc je dois continuer le voyage à pied. Alors je commence là, il était environ 13 heures déjà. Ça fait longtemps que je marchais à pied, j'étais très fatigué. Il était environ 13 heures. Mon sac à dos pesait sur les épaules. J'ai enlevé, j'ai mis sur la tête. Attends, quand les sécessionnistes te fouillaient, ils voyaient l'argent sur toi. Quand ils voient l'argent, ils ne prennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne feront rien avec. Non, selon leur idéologie. Ils ne veulent pas de l'argent des Cameroun. Non, pas ça. Ils veulent de l'argent, la preuve en est qu'ils te demandent des rançons. Et même d'après leur idéologie, d'après leur marabout, leur sorcier, s'ils prennent de l'argent de manière frauduleuse, s'ils violent les femmes, s'ils volent, alors leurs gris vont retourner contre eux. Donc ils font l'effort quand même de demander. Si vous leur donnez, ils prennent ce que vous leur donnez. Ils ne prennent pas de force. Donc quand ils voient l'argent, ils ne prennent pas. Bien. Quand je traverse, j'arrive, je suis en train d'aller à pied. Je chemine, je traverse Fundong, j'arrive à Ndinikom. Je traverse Ndinikom et je trouve une maman qui subitement était en route et puis elle voulait voyager. Il n'y a pas moyen de voyager, donc elle devait cheminer à pied avec moi. Quand j'avançais, elle me suit.
Et puis, je suis obligé de ralentir pour marcher avec elle. Et alors là, on était qu'à deux en route. On était environ 13h30 sous un soleil ardent. Et je cherchais, je n'avais pas un moyen de me reposer ni de me désaltérer quelque part. Alors, j'étais en train de marcher à pied et j'ai commencé à cheminer avec elle. On a marché pendant longtemps. On arrive à un endroit, elle me dit ici, mon fils, le masculin ne marche pas en route. Ça, c'est où maintenant? On approchait Bello. Et Com. Donc, l'arrondissement de Bello et l'arrondissement de Com. Ça, c'est les deux arrondissements qui sont comme de l'enfer. Le masculin ne marche pas en route parce que tout ce qui est considéré, tout ce qui est au masculin là-bas est tellement dangereux que quand un militaire arrive là-bas, il tire à distance. Donc, soit tu es en danger, soit tu es un danger. Soit tu es en danger, soit tu étais un danger. Alors, quand c'est le policier, quand une patrouille, soit de policiers, soit de militaires, arrive dans le coin, ils savent que les seuls qui marchent en route sont les sécessionnistes et ils tirent à distance. À ce moment, on me dit, mon fils, tu vas marcher avec moi, enfin, je devais marcher sous sa couverture. Parce que quand on voit quelqu'un avec une femme, quand même, on peut poser des questions. Non. Je dis, maman. On peut s'arrêter pour poser des questions. Mais quand on voit un homme, on tire à distance. Voilà donc comment je traverse avec cette femme. La zone où tu as dit que quand on traverse là-bas, on tire sur les gens, sur les zones là, on appelle ça quoi? Bello et Bello. Com. C'est deux villes voisines. Bello et Com, on traversait Djinicom déjà, à pied. On traverse Bello maintenant. Je dois marcher sous sa couverture. Oui. Alors j'avance avec elle, je vais jusqu'à quand on a traversé Bello. Elle me dit, je devais en principe m'arrêter. Ah, moi, j'ai cru que j'avais fait un ange. Je me suis retourné, je me suis dit, est-ce que c'est pas un ange qui marche avec moi là? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que j'étais troublé par tout ce que tu as vécu. Oui, par tout ça. Et je me suis dit, peut-être que Dieu a envoyé un ange pour me conduire. Mais j'ai dit, mais je l'ai vu saluer les gens tout à l'heure en route là. Est-ce que ça peut être vraiment un ange? Il les connaît comme ça là. Ok. On me dit, je devais m'arrêter quelque part ici. Bon, alors je te laisse juste devant là parce que si tu t'arrêtes ici, on va tirer sur toi. Mais en temps, par exemple, dans Bello là, vous avez vu les militaires? On ne voit personne. Donc, ils sont camouflés. On ne voit personne. Ils ne sont pas camouflés. Non, on ne voit personne. On ne voit même pas une souris en route. On marche des distances comme d'ici, Banga, sans voir une seule personne en route. Waouh. Après peut-être 70 km, sans rien voir. Alors c'est comme ça qu'on avance, on avance. Arrivé là-bas, elle me dit, bon, tu vas voir si, regarde là, le chef de quartier vit dans ce secteur-là. Peut-être qu'il peut t'abriter cette nuit-ci, puis tu continues le voyage demain. Et si ce n'est pas le cas, pendant qu'elle est en train d'hésiter, tu te mets ici, comme ça tu es au virage, si une patrouille policière est en train d'approcher là, ils vont tirer parce qu'ils arrivent dans les virages en général, ils commencent à tirer en désordre. Donc il va falloir que tu te mettes là où on peut te voir à distance et puis tu feras des signes que tu n'es pas un ennemi. Pendant qu'elle arrive me dit ça, il y a un monsieur qui révèle les doigts là, qui nous a suivis à distance, qui nous a vu passer. Avec la voiture? Non. Lui aussi à pied? Il était à pied. Oui. Et il dit, il arrive là, il dit ok, dans ce cas, la femme dit dans ce cas, vous continuez le voyage ensemble. Là, maintenant, vous êtes deux hommes dans un endroit où on n'est pas censé voir les hommes. Oui. Lui-même, il est francophone. Non, il est anglophone, mais il vivait à Douala. Il a vécu à Douala pendant longtemps. Donc, il avait aussi son sac à dos sur la tête parce que les épaules ressemblaient déjà aux miens. Et c'est comme ça que je me suis arrêté pour prendre. J'ai entendu les bruits de l'eau qui coulait dans un rocher. Je suis allé en brousse chercher de l'eau pour me désaltérer. Parce que j'avais tellement soif, je suis allé en brousse chercher de l'eau pour me désaltérer. Et on a continué le voyage. On monte les collines, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à presque 17h45 quelque part. Mais jusque là, dans tout ce parcours, on n'a vu ni les sécessionnistes maintenant dans cette ville, ni les militaires. Donc on dirait une ville fantôme alors. On dirait vraiment une ville fantôme. En chemin, nous avons vu une patrouille d'environ 3 pick-up de policiers qui est passée en toute vitesse et qui est revenue à toute vitesse. Ils ne vous ont pas vu? Bon là, parfois on se cache, mais il y a une patrouille qui nous a vraiment vus à distance quand je marchais avec cette femme. Peut-être c'est cette femme qui a fait qu'on tire pas sur moi. Peut-être c'est sa présence. Je sais pas. Bon, je suppose que j'étais vraiment couvert. Donc, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont disparu.
Voilà, donc c'est vers 17h. Je te rappelle que c'est depuis 11h que je marche dans la forêt et que je dois pas être, je n'ai pas le droit d'être fatigué, j'ai pas le droit de me reposer, j'ai pas le droit de poser des questions, j'ai pas le droit de me renseigner et j'ai pas le droit d'être lent. Il faut avancer, il faut quitter cette zone rapidement. Il faut avancer, donc c'est depuis 11h que je suis dans cette démarche là, depuis 11h parce que... Le but c'est d'arriver à Douala. Est-ce qu'il est sorti de Bamenda même déjà? Donc il est 17h40, 45 quelque part et il y a une voiture qui apparaît derrière et il nous prend pour une distance comme d'ici pour Mayor. La voiture c'est une voiture personnelle? Ça ressemble à un taxi. Parce que dans le taxi, dans le nord-ouest parfois les taxis brousse ne sont pas... Non, pas le collège. Non. Il dépose comme Mayor et puis une distance comme d'ici Mayor. Alors, on était à Bingo. Il était 17h50. Bingo, c'est l'hôpital? Oui, c'est la ville où il y a le plus grand hôpital, en fait, l'hôpital qui a le plus grand nombre de spécialistes au nord-ouest, après Chichon et Bibi. C'est l'hôpital des Baptistes. Oui. La mission. Et là, les sécessionnistes ne font pas des exactions dans les hôpitaux là? Les sécessionnistes ne font pas des exactions. Ils ne font pas des exactions. Ils ont des idéologies, comme je te l'ai dit. Bien. On arrive à Bingo, je me rends compte qu'il est 17h50, 55 comme ça. Et au nord-ouest, lorsqu'il est 17h, personne n'a le droit d'être dehors. Donc il fallait trouver une solution. Il fallait trouver une solution. J'appelle un ami à Kambé. Il appelle sa maman qui travaille à l'hôpital Bingo. Elle vient me chercher et je passe la nuit à Bingo. Voilà combien de jours je suis dehors. Le troisième jour. Je me lève le matin, je sors pour aller à Bingo. Dans la voiture, je trouve une voiture qui est en train de charger qui est en train de transférer une maman qui avait 1000 ans à l'hôpital et qui avait déjà toute sa famille à l'hôpital. Alors la voiture était pleine à craquer. Et je suppliais pour être le 8e passager. Dans une voiture qui ne peut contenir que... Une voiture de 5 places. 5 places. Je suppliais pour être le 8e passager. On me dit vraiment tes jambes sont telles longues, pas te porter. Alors j'ai tellement supplié parce que j'étais fatigué du voyage et tous les traumatismes que j'ai vécu en route. Et après le chauffeur accepte que je m'accroche quelque part sur le siège derrière lui. On prend la voiture. À une distance comme d'ici pour le goudron, on voit un signe. Les gars, les sécessionnistes font le signe demi-tour. Aucune voiture ne sort, rien ne sort. C'est comme ça qu'on continue le voyage à pied. Attends, donc ça dit qu'à une distance, ils ont barricadé encore, vous avez vu les postes de contrôle des sécessionnistes? Oui. Entre Bingo et Bambili, toute la route, vous les voyez sur la route exactement comme ici, on voit les gens, comme ça, avec les fusils, avec les machettes. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux, ils font les contrôles à tous les coups, à tout ça. On la contrôle environ 6 fois. Et sans compter ceux qui font la patrouille sur les motos avec leurs longs fusils, ils font le va-et-vient. Donc, c'est comme ça que je vais me retrouver le 3e jour. Je vais me retrouver à Bamenda à 11h30. Donc tu as marché pendant 3 jours comme ça? Voilà. Et voilà donc comment je fais pour quand je me trouve à Bamenda déjà, je peux trouver la voiture pour venir traverser à Yaoundé. Voilà comment je sors de cette crise. Et au centre de Bamenda, c'est comment ça se passe là-bas? Il y a aussi ces mêmes choses là-bas où c'est moins? Non, elle est très timide. La vie est très timide au centre de Bamenda, mais ça circule quand même. Les militaires et les policiers parviennent encore à stabiliser. Mais le reste après, à 1 km de Bamenda, dans toutes les directions. C'est contrôlé par les sécessionnistes. C'est l'enfer. Là, enfin, dans le 3e jour, tu te trouves à Bamenda, tu vas à l'agence de voyage pour prendre le véhicule pour... Oui. J'ai vu des choses... Tu as vu les cadavres? Est-ce que dans ta marche depuis Kambé jusqu'à Bamenda, par exemple Anjili comme par Bello et autres, comme tu as vu les cadavres en route? Tu as vu des... Les cadavres sont pas en route, mais vous allez apprendre ici, on a tué combien de tels. Parce que je pars de Kambé mercredi. Oui. Avant de prendre cette route, c'est parce que la route principale à Binka, il y a quelque chose comme 10 km de Kambé. Il y a eu une attaque à la veille et qui a fait 15 morts. Du côté des sécessionnistes? Non, il y a eu du côté sécessionniste, il y a eu 15 morts. Oui. Et tous les jours en fait. Oui, il y a des morts. Tous les jours, comme maintenant où je parle là,
Hier, quand j'étais avec mon épouse au téléphone, elle m'a dit, il y a un commerçant qui est parti d'ici pour Ndou, arriver en route d'Abinka. On l'a tiré sur lui, il est mort, et le chauffeur aussi, qui le conduisait est mort. La Kitty. Les sécessionnistes. Oui. Les sécessionnistes l'ont attaqué. Mais pourquoi pour le cas de votre véhicule, on n'a pas tiré? Pour les autres cas d'autres véhicules, on tire. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas pris de véhicule. Non, il dit, parce que dans un véhicule, tu as dit que vous étiez à 8. Vous arrivez quelque part, on a dit... a dit limité, il est rentré. Donc cela a été clément. Oui, cela a été clément. Ça veut dire qu'il pouvait tirer sur vous. Ah oui. Waouh. Donc c'est l'enfer donc vous vivez dans là-bas. Voilà donc comment on a traversé. Il y a des gens qui me cherchent. Par exemple, la route que j'ai prise là, le lendemain, quelqu'un est mort sur cette route-là. Il était directeur d'un CES là-bas, et puis il voyageait comme ça. On a tiré sur lui. On a enlevé le secrétaire même du sous-préfet de Fonfouca. Le lendemain même. Le lendemain, après qu'il soit passé. Donc, vraiment, c'était un miracle que je sois passé par là. Et que je sois resté vivant. Quand je suis parti de là, je suis arrivé à Yaoundé, je me suis senti tellement traumatisé que je me suis demandé si ça valait la peine de continuer à la fonction publique. Avec la fonction publique. Alors, à Yaoundé, voyant à Yaoundé, tu vois comment la capitale se passe, comment les gens semblent vivre bien, alors qu'à l'arrière-plan du pays, on a de souffrir. Qu'est-ce que tu as pensé? Alors que tout semble normalement... Quelle injustice. Quelle hypocrisie. Hypocrisie de la part de qui? Des sécessionnistes? Non. De la part de ceux qui vous font croire que tout va bien. Mais ça veut dire que dans l'image qu'on nous montre, alors c'est différent. Avez-vous vu l'image que j'ai expliquée là, quelque part? Non. Bon, maintenant, allons sur le fait. Pourquoi donc les militaires... Parce que tu dis il y a de tels points sur les routes. Tu as dit 1 km hors des Bamenda sur toutes les directions, c'est contrôlé par les sécessionnistes. Donc ça veut dire que les militaires, les policiers, les gendarmes se concentrent seulement tout autour du Bamenda. Les militaires ont perdu le contrôle. Beaucoup de militaires sont morts aussi. À Yaoundé, on le sait. Il y a des hélicoptères qui viennent à Kambé régulièrement prendre les cadavres des militaires. Les hélicoptères, parce qu'il n'y a pas de route, alors ce n'est que par hélicoptère qu'on vient approvisionner les militaires. Et quand ces hélicoptères viennent approvisionner les militaires, ils prennent les cadavres. En général, il y a un moment à Kambé où presque chaque semaine, l'hélicoptère vient prendre les cadavres. Les cadavres des militaires. Donc, mardi surpassé, il y a eu une attaque sur la route de Ako, un policier est mort et il y a 7 autres personnes, 4 sécessionnistes et 3 civils sont morts. Ça arrive tous les jours. Wow. Ça arrive pratiquement tous les jours. Dans ces choses-là, nous les vivons au quotidien. Un mois quand même, nous on dormait plutôt sous le lit. De peur que les balles perdent. Les balles perdent. Parce qu'il y a des villages qui sont rasés complètement, brûlés complètement. Nous sommes dans un périmètre un peu sécurisé à Kambé. Pourquoi c'est sécurisé? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi c'est particulier? Ah ben ça c'est un miracle. Parce que tu es dans la zone de l'église ou quoi? Ils ont peur de brûler les églises là-bas? Pas ça. La zone de l'église, ils ont brûlé au sud, ils ont brûlé au nord, ils ont détruit tout. Mais Kambé, le miracle avec Kambé, c'est que la population déjà s'est désolidarisée du mouvement sécessionniste. Et chaque fois qu'un groupe étranger venait à Kambé, on essayait de les dénoncer. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on déteste tellement tout ce qui vient de Kambé. Bon, à Kambé, sinon, se trouve dans il y a les militaires à Kambé. La deuxième raison, c'est que le camp militaire de Kambé n'a pas encore été attaqué comparativement aux autres camps militaires qui ont été délogés complètement. Donc on a vidé les camps militaires. Il y a les camps militaires qui ont été délogés. Il y a les contrôles de police qui ont été délogés. Tous les contrôles routiers ont été délogés. Les contrôles, les gendarmeries, les polices. Dans Ndou, par exemple, la gendarmerie, la police, ils ont... Dans le commissariat et au là-bas. Dans les commissariats, ils ont fui le commissariat. Ils ont pris les commissariats, ils ont pris des commissariats, ils ont pris des postes de gendarmerie. Tuer les gendarmes. Ils ont pris. Il y a des gendarmes, il y a beaucoup de gendarmes qui sont morts. Il y a bien beaucoup. Eh bien, alors lorsqu'on se retrouve du côté de Kumbo par exemple, où la guerre là-bas est vivante chaque jour. Là-bas, chaque jour, il y a des morts, chaque jour, carrément chaque jour. Le BIR est installé, mais le BIR ne parvient pas à maîtriser la situation. Donc les militaires font les mains et les pieds, mais c'est pas facile. Mais ils ont perdu le contrôle complètement sur la zone de Fundon. Complètement. De Bambouy jusqu'à Misséji.
les militaires ont perdu le contrôle. Ils sont déboussolés. Ils ne peuvent pas savoir, ils ne savent pas quoi faire. Bon, je sais pas quoi dire. Mais dans ce cas, si le militaire ont perdu le contrôle et que tu arrives à Yaoundé, tu vois que c'est l'hypocrisie que le gouvernement camerounais fait. Est-ce que dans le rapport, peut-être les gens de l'armée qui sont sur le terrain, qui donnent peut-être au chef de l'État, est-ce que c'est le bon rapport? Parce que peut-être on peut certainement peut-être dire au chef de l'État que la situation est sous contrôle. Que ce n'est que quelques groupuscules qui continuent à agir ça et là et que ce sont des grandes bandes, des bandes qui font de la contrebande, ainsi de suite, pour les bandits profitent pour faire des raquettes, ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit là? D'une part, je vais dire que le chef de l'État ne peut pas être au pouvoir de la vérité. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a des gens assis à Yaoundé qui s'enrichissent de cette guerre. Comment ça? Il y a des gens au niveau des provinces et des régions qui s'enrichissent de cette guerre. Un exemple simple. On va vous dire que je prends mon tableau Excel, mon tableau que je mets devant moi. Je vais dire sur Microsoft, Excel. Et je dis, bon, si un militaire aura une prime exceptionnelle de 10 000 francs par jour et qu'on fait déplacer 100 d'entre eux, ça fera 100 fois 10 000, donc je vois environ 1 million. Et si par militaire, moi, j'ai 500 francs par jour, ça me fera tel montant. Alors, il faudrait que cette guerre se continue le plus longtemps possible. Comme ça, je vais avoir 500 fois... le nombre de militaires, fois le nombre de jours, ça fait. Et puis, il y a des gens qui s'enrichissent de cela. Il y a des gens qui entretiennent cette guerre-là, qui font l'effort que ça ne s'arrête pas. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de groupes là-dedans. Maintenant, nous avons d'autres groupes qui ne sont pas des sécessionnistes à proprement parler, qui sont des ravisseurs, qui sont des coupeurs de route, qui sont des bandits. Qui ont leur territoire propre aussi. Non, ils n'ont pas leur territoire propre. Ils s'infiltrent dans la population, ils font semblant d'être ceux-là. Mais leur façon d'agir, ils recherchent de l'argent, ils recherchent... Ils ciblent les gens qui ont de l'argent pour faire le kidnapping. Ce sont ceux qui font le kidnapping alors ou comment? Ils font beaucoup de ces choses-là, sont faites pas vraiment par les sécessionnistes. C'est vrai que les sécessionnistes aussi le font. Mais maintenant, sous la couverture de la sécession, tout le monde se mélange et puis les coupeurs de route, les bandits... Autrement dit, donc les bandits là, profitent de la situation aussi pour jouer leur dernier carte. Bien. Sur le terrain maintenant, au départ, cette histoire s'est empirée parce que les militaires eux-mêmes, certains militaires eux-mêmes étaient la cause des révoltes dans certains coins. Nous avons simplement compris pourquoi. Parce que lorsqu'une zone est mise en état d'urgence, quand elle est mise en état d'urgence, il y a un budget qui est alloué pour la gestion de la crise. Il y a beaucoup de militaires déplacés, beaucoup d'argent qui entrent. Alors le commandant de la compagnie a un budget à gérer, un budget extraordinaire à gérer qu'il n'aurait pas géré si la zone était en paix. Ce qui fait qu'il y a des moments où les militaires eux-mêmes ont créé une situation pour que la population se révolte et qu'on mette la ville à l'état d'urgence. Bon, disons pas l'état, en couvre-feu. Voilà, je parle du couvre-feu, pas l'état d'urgence, parce qu'on n'a aucune ville en état d'urgence pour moi, mais c'est le couvre-feu. Donc c'était pour gérer les budgets et tout ça, les chefs militaires. Donc ça veut dire que tu dis la situation perdue comme ça parce qu'il y a les chefs de militaires assis tapés dans l'ombre qui se sucrent de la situation. Les chefs militaires qui souhaitent que ça ne s'arrête pas. Oui. Les chefs militaires qui en temps, les soldats, les enfants des gens qui sont tués tous les jours, les civils, ainsi de suite. Il y a les directeurs dans les grands bureaux à Yaoundé qui soutiennent cette affaire-ci. Et bon, ils n'ont peut-être pas imaginé que ça aille jusqu'à ce niveau-ci. Et beaucoup d'entre eux sont en train de faire, maintenant sont dépassés par les événements. Mais il faut regarder à la base, ils étaient à la base de tout ça. Bon, maintenant, les sécessionnistes sont à quel niveau? Le niveau où ils se trouvent, est-ce qu'ils sont prêts à capituler? Parce que dernièrement, le chef de l'État, lors de son discours de serment, a appelé les sécessionnistes à déposer les armes et à trouver le droit chemin. Qu'ils ne cèdent pas aux gens qui essaient de détourner. Il n'y a pas d'issue dans ces chemins-là que les gens ne les prennent. Ils sont prêts. Ceux qui sont prêts à déposer les armes, ils vont être reconvertis. En effet, quelle est la réponse des sécessionnistes là-bas? Comment ils ont accueilli cela? Je vais juger la réponse d'un individu par les actes qu'il pose. Est-ce que la violence a diminué depuis ce jour?
Si la violence avait diminué, on aurait dit il y a espoir. Vous pouvez répondre à moi. Bon, faut que... Mais maintenant, dans la zone, y a-t-il des scènes marquables que tu as eu été témoin? Comme puisque tu es procès, il faut que je te laisse. Y a-t-il des scènes marquables, des choses que tu as remarqué que ça c'est terrible, humainement parlant, c'est pas normal. Ce qu'on a dans les journaux ici, c'est que les gens sont déplacés dans les coins, d'autres sont retirés au Nigeria, les familles se trouvent en brousse. Ok. Je vais pas aller loin, je vais être bref. Imaginez-vous une situation où tous les sécessionnistes et la plupart, je vais dire bon, pas tous, mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés en route, c'était des garçons. Je n'ai pas dit des hommes, j'ai dit des garçons. C'était des enfants de 14 ans à 25 ans. Donc vous imaginez, ce sont nos anciens élèves, ce sont les élèves de l'école primaire, du secondaire, qui sont en route, qui sont convertis en rebelles. Ici, nous pouvons noter que dans presque tous ces villages, les filles à partir de 14 ans sont tous enceintes. Nous allons voir les garçons à partir de 14 ans sont tous drogués. Mais nous, quelle génération est-ce que nous formons? On n'a pas besoin d'aller trop loin pour chercher ça va, les gens sont déplacés, les gens sont ceci, les gens sont cela. Mais sur le terrain, ce que nous voyons, c'est autre chose. Parce que si vous vous rendez compte de ce que ça peut faire, qu'on est dans un pays, une génération qui est en déperdition depuis plus de 3 ans que cette histoire s'est perdue. Vous pouvez imaginer la conséquence de cela. Les faits marquants, je crois que j'ai pas besoin de chercher. Pas besoin de chercher, ne serait-ce que cela. Et le traumatisme que les populations vivent. Est-ce que le gouvernement... Je vais vous donner un indice. Quand je quittais Cambé, le paquet de sucre que vous achetez à 700 francs ici, coûtait 1400. Donc pratiquement le double du prix. Le litre de pétrole lampant, qui coûte 350 francs ici, coûtait carrément 1200. Wow. Donc, et il faut comment pour vous approvisionner là-bas malgré les... Mais c'est la raison pour laquelle ça coûte ce montant-là. Parce que nous ne pouvons pas vraiment dire comment les gens font pour s'approvisionner. Je suis ici et j'ai envie d'acheter quelques petites choses pour voyager. Et j'ai le souci, j'ai le stress de la route que je vais prendre. Et ta famille se trouve là-bas? Ma famille s'y trouve. Je dois repartir. Tu vas reprendre le même parcours. Je dois repartir, je ne sais pas par quelle route, parce que je suis terrifié lorsque je pense qu'il faut que je reparte. Mais il faut que je parte, ma famille est là-bas. Ma famille est là-bas et je ne peux pas prendre le risque de faire cette route-là avec une femme et des enfants, alors que cette route était assez risquée. Si je suis sorti vivant, je suis sorti vivant par un miracle, donc je ne peux pas repartir. Ce qui fait que je réfléchis et voir est-ce que je peux repartir, aujourd'hui, est-ce que je pourrai repartir demain. Par exemple, il y a cela 2 jours, il y a eu la panique et la débandade totale à Cambé. À Cambé qui se disait un peu sécurisé là, au point où les gens pas peur. Les gens pas peur. Se sont fait mal, se sont cassés. Entre eux. Oui. L'école s'est arrêtée, les gens qui allaient envoyer les enfants à l'école sont allés retirer les enfants à l'école en cascade. À cause du bruit des ouvriers. On avait entendu que les sécessionnistes ont dit qu'ils arrivent, ils étaient en route, les sécessionnistes sont en route, ils vont venir attaquer Cambé, ils vont ravager Cambé, donc tout le monde a eu peur, même les militaires qui sont là-bas et tout ça, bon, ça fait beaucoup de bruit. Et ça, c'est la panique. Je prends, parce que vous avez demandé, est-ce que je pense que le message du chef de l'État a été écouté? Je dis donc, si ça avait été écouté, analysons les faits. Donc ça n'a pas baissé, au contraire ça a accéléré. Bah, je crois que... À Cambé, donc il y a un poste militaire là-bas à Cambé. Il y a un camp militaire. Un camp militaire. C'est vraiment un camp militaire. Mais eux, les militaires de là ne sont pas pour aller combattre. Mais ce sont eux justement qui parviennent à faire le peu qu'on a maintenant. Ce sont eux qui parviennent à faire le peu qu'on a maintenant. Mais seulement... Ça veut dire qu'ils sécurisent la zone d'Nkambé. On ne peut pas aller loin. Mais aussi, je crois que le miracle serait dû à la main de Dieu, parce que le préfet de Cambé lui-même est enfant de Dieu et tout le temps avec nous. Vous priez. Oui. Mais avec des villages, en Cambé, il y a des postes de contrôle de vigilance aussi. Ou bien c'est ouvert, c'est libre. Comme partout ailleurs, mais pourquoi est-ce qu'ailleurs ça a été tout ça bon? On va dire que nous sommes vivants et puis je crois que après être passé par la vallée de l'homme, la mort,
Je peux dire aujourd'hui, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Je peux dire aujourd'hui, même lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Supposons maintenant que le chef de l'État par hasard a écouté ceci. Qu'est-ce que tu dirais au chef de l'État en tant que vivant les situations qui se trouvent à Bamenda? Il est clair que on ne peut pas faire les journées sans casser les œufs. Mais je crois qu'il faut comprendre ce qui énerve un enfant. Un enfant, dans son immaturité, peut s'énerver et porter le téléviseur cassé, porter tout et gâter. Et après, il va regretter de tout ce qu'il a fait. Mais au départ, on l'a poussé à bout. Au départ, on l'a poussé à bout. Ce qui est important n'est pas de voir le crime que tel a commis ou que tel autre a commis, les exactions commises par les militaires ou bien par les sécessionnistes. C'est pas ça qui est important. Maintenant, c'est la rééducation. Donc, il est question d'appeler ces enfants qui ont été séduits, qui ont été drogués, qui ont tout abandonné, d'appeler ces enfants qui ont été manipulés, parce que nous sommes responsables de cela. Si nous les avions protégés dans un bon système éducatif, si nous les avions protégés dans un bon système économique, si nous avons bien protégés dans un bon système de gestion des affaires publiques, si nous les avions bien protégés, alors ils n'auraient pas séduit. Ils n'auraient pas été séduits si facilement. Bon, malheureusement, nous sommes arrivés là, mais il n'y a pas de chemin sans retour, donc tout est possible. Voilà la situation. On sent la mentalité de ces gens-là. Si le dialogue pouvait prévaloir, il serait question de faire table rase du passé et d'appeler les gens autour de la table. Donc ça dit que la solution militaire ne marchera pas. Solution militaire, vraiment, j'ai bien peur que ça fasse durer l'affaire encore plus longtemps. Bon. Mais les militaires, ils ont le ravitaillement, comme tu l'as dit, avec les hélicoptères et autres. Les sécessionnistes, ils sont cantonnés dans la zone de Bamenda. Où est-ce qu'ils prennent les munitions au fur et à mesure pour pouvoir combattre, pour tenir? Comment ils font pour tenir donc? Bon, d'une part, les munitions qu'ils ont, les fusils de chasse sont alimentés par des munitions, c'est des fusils de fabrication traditionnelle artisanale. Ils ont cela, donc ils peuvent faire des choses de fabrication traditionnelle artisanale. Bien, il y a ça d'abord. Deuxièmement, lorsqu'ils parviennent à renverser un contrôle, une barrière policière ou militaire, les militaires s'enfuient en laissant les armes. Le reste des suivants s'enfuient en laissant les armes, donc ils ont les armes des militaires aussi qu'ils utilisent. Et troisièmement, il se pourrait qu'il y ait des ravitaillements, je ne sais pas trop comment, mais il se pourrait quand même qu'il y ait quelque chose qui parvient à arriver à ces gens-là de manière, je ne sais pas qui est derrière ça. Et c'est à l'intérieur du pays ou c'est à l'extérieur? Ça, de deux côtés. Il y a beaucoup de gens qui sont morts et on s'est rendu compte que la balle qui les a tués venait de l'armée camerounaise. Comment ça? Mais on reconnaît la balle qui a... Quand on l'a amené à l'hôpital, on examine, on enlève la balle, on se rend compte que ça porte... Oui. L'adresse de l'armée camerounaise, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et dans ce cas, puisque les sécessionnistes, justement, comme tu as dit, confisquent les armes ou bien ramassent les armes des militaires qui sont en demanda ou bien les militaires qui ont été tués. Si tu utilises ces armes-là, on dirait que c'est toujours les armées camerounaises, puisque c'est leurs balles. Ah bon, de toutes les façons, je ne sais pas combien de balles ils utilisent, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a eu un jour, il y a eu un affrontement à Djakiri, au point où les militaires sont allés en panne de munitions. Mais vous pouvez imaginer combien de balles ils ont tiré pour être en panne de munitions? Waouh. Les militaires, ça c'est dans les bases. Les militaires ont eu une panne de munitions et l'hélicoptère est venu les ravitailler le lendemain. Vous pouvez imaginer combien de balles ont été tirées? Donc, c'est pour vous dire que c'est pas une affaire d'une balle, deux balles, trois balles. Est-ce que les sécessionnistes sont prêts à abandonner leur cause? Parce que tout à l'heure tu parlais d'idéologie, mais là savoir quelle est l'idéologie qu'ils poursuivent, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Ils veulent la justice. Ils veulent... parce que vous vous rendez compte... lorsqu'on a été frustré pendant longtemps, à un moment donné, on dit trop, c'est trop. Maintenant, je veux être indépendant. Maintenant, je ne veux plus rien entendre. Maintenant, là, je veux, soit je meurs ou je vis. Et maintenant, bon, leur idéologie parle de la sécession. Ils disent qu'ils veulent leur pays. Ils veulent, mais nous tous, nous savons que le problème, c'était un problème de décentralisation qui n'a pas marché. Et on a attendu... 20 combien d'années, je ne sais pas trop. Ça fait environ 22 ans qu'on attend la décentralisation. Et la décentralisation n'étant jamais arrivée, alors on a des promesses et des promesses qui ne sont jamais arrivées. Mais ce que les gens vivent sur le terrain chaque jour, c'est l'ANAC, c'est les tracassements, les tracasseries policières, c'est
les taxes, la corruption, la corruption. Et quand quelqu'un essaie de se démarquer, alors le dossier qui est propre ne passe pas. On vous demande, mais vous pensez que nous mangeons ça? Et puis il faut monnayer alors qu'on n'en a même déjà pas. Et tout cela, ça fatigue les gens. Et puis à un moment donné, ils disent non, nous voulons notre propre gouvernement. Donc vraiment là, Donc la précarité et le désarroi des gens qui ont été sur le terrain ont poussé à la révolte. Ah, vous le savez, vous le savez mieux que moi. Il faut que je parte. Je devais voir ce monsieur ici avant. Voilà. Il est à 13. Donc on conclut que le chef de l'État doit regarder ça de plus près. Il faut qu'il se rapproche des populations. Il faut qu'il sache. Faisons un scénario aussi. Le chef de l'État dit qu'il veut descendre à Bamenda pour voir les rapports, les remplacer dans une table que ça se passe à Bamenda. Pensez-vous que le problème c'est parce qu'il ne les a pas appelés à Bamenda? Voir les anglophones même qui sont ici à Douala et à Yaoundé. Déjà, commençons par eux. Formons des comités, formons des comités, formons des gens. On n'a pas besoin de parler avec toute la population, on a besoin des représentants du peuple. Alors que les anglophones eux-mêmes désignent leurs représentants et qu'on dialogue plutôt avec leurs représentants désignés par eux et non pas par ceux qui se proclament leaders élites. Nous savons comment les gens deviennent élites. Laissons que la population désigne. Tout le monde sait comment les élections se passent souvent dans certaines mairies. Tout le monde sait comment les conseils municipaux, tout le monde sait d'où ils viennent et comment ça se passe et tout le reste. Nous savons qu'ils ne rendent pas compte la population, mais laissez que la population eux-mêmes désigne. Ceux qui sont les laissés pour compte. Alors en ce moment-là, en formant des petites commissions comme ça, on pourrait arriver à avoir un noyau qui représente la pensée du peuple. Et en dialoguant avec ceux-là, on peut avoir une petite représentativité. Malgré qu'on est déjà à un niveau où ça peut être aussi facile que ça. Parce que, en effet, plus la gangrène perdure, plus le cancer devient difficile à soigner. Voilà, merci. Et beaucoup de courage. Nous prions pour tous ceux qui sont dans cette zone-là, que le Seigneur les protège, veille sur eux et que ceux qui sont de nos frères qui sont en brousse. Mais ça m'étonne quand même de la part des décisionnistes. Ils disent qu'ils ne veulent pas de la République Cameroun, mais l'argent qu'ils utilisent, c'est l'argent des défenses CFA. Bon. Ça, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'il faut voir. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de paramètres. Ils ont leur monnaie, ils ont leur étiquette, ils ont leur drapeau, ils ont les monnaies qu'ils utilisent là-bas. Non, c'est pas, ils n'utilisent pas encore. Ils ont préparé toutes ces choses-là depuis 2 ans déjà. Ils attendent d'avoir un territoire qu'ils contrôlent véritablement pour commencer à fonctionner. Donc pour le moment, ils profitent des retombées de la République et tout le reste là, mais en réalité vous aurez compris avec moi depuis que le problème n'était pas la sécession, mais seulement ça a été récupéré, ça a juste été récupéré. Et aujourd'hui, ça veut dire que si le gouvernement avait résolu le problème très tôt, on ne serait pas arrivé à la sécession. On savait même pas, ils n'auraient jamais demandé la sécession. C'était un problème de décentralisation tout simplement, qui était bon. En effet, c'est vrai que la gouvernance, la malgouvernance et tout le reste, la corruption, et ça peut engendrer beaucoup de choses. Et puis. Allô, ma soeur.